Coucou mes choup comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo compte rendu du mois de novembre. J'ai énormément lu ce mois-ci, donc je vous propose qu'on attaque sans tarder. Juste, je suis assise par terre, oui, comme une clodo un petit peu, oui. Mais c'est parce qu'en fait j'en ai marre d'être debout pour les comptes rendus lecture parce que ça dure très longtemps et à chaque fois ça me crève. Donc par terre on est bien, j'aime bien ce petit retour aux sources et derrière tout ça là, c'est mes piles à lire. Voilà, tout ça c'est ce que je dois lire. Oui, je suis pas rendue. Et encore j'ai pas mis les mangas. Bref, on y va en attaque, prêt pour le compte rendu de novembre. Moi je le suis. Alors pour commencer, le tome 2 des Carnets de cerises que j'ai reçu de la part de Clarisse à la Paris Games Week. Je l'ai lu dès qu'on est rentré en fait, quasiment, hein, je crois que c'est à peu près ça, et je l'ai adoré. Donc pour ceux qui se rappellent pas, c'est l'histoire de Cerise, et cette petite fille adore jouer à la détective, elle aime bien repérer des gens et essayer de deviner un peu leur vie, essayer de comprendre les mystères que des fois on sent chez les personnes, etc. En gros, elle fourre son nez partout et ça agace tout le monde, voilà. En gros, dans ce tome, ce que j'ai trouvé très touchant, c'est que justement elle se remet en question. Son attitude l'éloigne de sa famille, enfin de sa mère, de ses amis, parce qu'elle pense beaucoup à elle, elle pense à son plaisir quand elle enquête, mais elle pense pas aux conséquences de ce qu'elle fait. Et du coup, on le lui reproche de plus en plus, elle se remet pas en question et ça crée vraiment un gros conflit. Et je trouve que par rapport à ça, c'est vraiment d'une maturité très impressionnante, parce que je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup à toute personne qui le lit, pas forcément que les enfants. Justement, le fait de passer par une enfance, ça te donne un regard plus innocent, plus extérieur par rapport à toi-même. Et je pense que même pour les adultes, c'est toujours une petite piqûre de rappel qui est parfois nécessaire, que la famille, les amis, tout ça, c'est plus important que parfois une idée qu'on a en tête, et que parfois on en vient à négliger nos proches pour cette idée alors que ça en vaut vraiment pas la peine. Et à côté de ça, l'enquête qu'elle mène dans ce tome est très touchante. Je vous spoile rien, mais... Oh mon dieu, je suis très jaune. Bon, c'est pas grave. Je vous spoile rien, mais en gros, elle est très curieuse à propos d'une vieille dame qui vient à la bibliothèque toutes les semaines et qui réemprunte le même livre à chaque fois. Et voilà, ça part de là en fait son enquête. Elle se dit mais mon dieu, pourquoi elle fait ça, je comprends pas, et elle va fourrer son nez dans l'histoire et il n'en restera que du bon, ou presque. En tout cas, je vous le conseille vivement. Encore une fois, c'est vraiment... Les Carnets de cerises, je trouve que c'est vraiment une saga qui n'est pas que pour les enfants, loin s'en faut. Je pense que c'est une petite piqûre de rappel de valeurs humaines et de bons sentiments qui peut faire que du bien à tout être humain en fait. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, je crois que c'est ça, qui m'a été offert par Jennifer, et d'ailleurs j'ai encore le marque-page. Alors, je vous l'avais montré en revenant de la Paris Games Week, ce livre, et il y avait ça dedans, et vous êtes plein, même ma mère, c'est vous dire, à me dire, oui, dis donc Thibaut, on t'a offert plein de marque-pages, t'es pas chié, tu utilises une feuille de poudre pourrie. J'étais à Paris quand elle me l'a offert. Jennifer me l'a offert à la Paris Games Week et je n'ai pas emmené vos magnifiques marque-pages quand j'étais à Paris. Donc, une fois là-bas, je crois que même que c'est le billet de la Paris Games Week qui m'a servi de marque-page. Et non, je ne l'ai pas enlevé parce que je voulais vous le rappeler. Bref, voilà, parenthèse close. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Déjà, je vais vous en parler vite fait, je vous lis le résumé. 9 jours. C'est ce qu'il reste à vivre à Mia Eyes, surnommée affectueusement Rabbit. 9 jours. Après plusieurs mois de combat, parce que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée, à son chevet, famille et proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Entre silence, gaffe et fou rire, toute la vie de Rabbit ressurgit alors. L'enfance, l'adolescence, Johnny, son grand amour, et Juliette, sa fille de 12 ans, une certaine idée du bonheur. Au fil des jours, tous s'interrogent sur leur vie et accompagnent Rabbit dans un voyage émotionnel d'une grande intensité. Quel meilleur bagage pour partir vers la lumière? Alors, je sais ce que vous vous dites. Mais Thibaut, mais t'es une grande malade. Alors déjà, c'est pas, on me l'a offert, hein, donc crotte de bique. Mais non, alors, c'est pas triste. Enfin, oui, c'est triste, forcément. Vous suivez une femme qui va mourir et qui doit dire adieu à tous ses proches. Mais c'est tellement bon à lire. Je saurais pas vous expliquer exactement. C'est assez compliqué. Merci beaucoup Jennifer d'ailleurs de me l'avoir offert parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Elle s'inquiétait un petit peu du fait que j'allais l'aimer ou non. Je trouve que c'est encore une fois une très belle aventure humaine. On suit une famille qui n'est pas parfaite mais qui est soudée et qui du coup arrive à tout affronter ensemble. Et ça je trouve que c'est très très beau à lire. Et c'est pas fake. Enfin, vous voyez, c'est pas... Ils s'aiment pas parce qu'ils portent le même nom de famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils s'aiment pas parce que c'est écrit que les familles doivent s'aimer et puis voilà. Non, ils s'aiment parce qu'ils ont grandi ensemble, parce qu'ils ont partagé des choses, parce qu'ils se connaissent très bien, ils savent comment s'appréhender. C'est vraiment un amour qui est construit. Et bravo à l'auteur pour avoir réussi à créer autant de connexions entre autant de personnages, parce que il pourrait très bien y en avoir un qu'on se dit ouais lui on s'en fout, bon c'est une pièce rapportante. Tu sais, une famille ça va vite de dire, enfin de t'intéresser que un ou deux membres et de le reste de le délaisser un petit peu, c'est normal dans un roman. Mais là non. Là j'ai autant aimé la sœur, le frère, la fille, la mère, le père, la meilleure amie. Ils ont réussi à mettre la meilleure amie comme un membre de la famille. Et
Et c'était vraiment un beau livre. J'ai pas pleuré. En fait, il y a tellement... Comment dire ça? Ils s'entraident tous pour supporter la mort de Rabbit. Et du coup, ça nous aide aussi. Donc du coup, on pleure pas. On est ému, on est triste de la quitter, mais on est aussi fiers d'elle et heureux de voir que tous ses proches sont là et soudés. Et encore une fois, je trouve que c'est un beau message. Après, évidemment, si vous êtes extrêmement sensible ou si vous êtes en phase où vous pleurez pour un rien, non. Non, non, non. Moi, je l'ai lu quand j'avais à peu près le moral. Hein. D'ailleurs, ça, je pense que ça a peut-être à voir qu'après j'ai déprimé quand même, parce que je me suis un petit peu enchaîné des livres déprimants, je dois dire. Hein. Mais non, non, mais il n'est pas simple à lire dans le sens où évidemment on voit quelqu'un qui se prépare à mourir, hein, donc évidemment c'est très dur de ce point de vue-là. Mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle parte le mieux possible. Et je trouve que ça décomplexe un petit peu par rapport à la mort. Et enfin, c'est un très beau livre. Voilà, c'est vraiment, c'est un très beau livre et c'est une très belle aventure humaine. Si vous avez le moral pour le lire, je vous le conseille. Si vous êtes plus jeune ou plus sensible, peut-être pas. Peut-être attendez le bon moment. En troisième ce mois-ci, j'ai lu La Maison des Morts de Sarah Pimboruk. Alors j'avais déjà lu une trilogie de sa part, je vous les afficherai ici, des réécritures de contes de fées qu'elle a fait un petit peu en mode cochon-cochon. Hein. Et alors celui, je vous le cache pas, celui-là je l'avais acheté à la Japan Expo il me semble l'année dernière, et je l'avais acheté parce qu'il était beau, vous voyez, je vous avais même pas montré mais là c'est tout en noir, il est magnifique, le livre, l'objet livre est magnifique tu vois. Puis voilà, j'avais vu Sarah Pimboruk, je me disais bon bah j'avais bien aimé ses réécritures, je vais bien kiffer. Les critiques sur tous les trucs que j'ai vus, livres addicts, etc. Ouais, c'est pas terrible, hein, franchement. Ouais, non, passez votre chemin, machin. Donc moi, ça fait un an que je l'attendais. Je dis, vas-y, bah si c'est nul, je le lirai un jour parce qu'il faut bien, mais bon. Puis là, voilà, je voyais ma pile à lire, j'avais pas encore fait ma commande de Fnac, je me disais, bon, bah vas-y, je vais l'attaquer. Je l'ai pas lâché. Mais il est génial, mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il est nul. Je voulais le résumer. C'est une maison sur une île déserte où des jeunes attendent de savoir s'ils vont mourir. Oui, alors oui, j'étais vraiment dans des moments dépressifs au début du mois, faut croire. Hein. Arrachés à leur famille à la suite d'un diagnostic, ils vivent dans la crainte du moindre symptôme, car alors on les emmènera en pleine nuit au sanatorium d'où personne ne revient. Au dortoir 4, Toby et ses copains trompent l'angoisse comme ils peuvent, repliés sur leurs souvenirs d'avant la condamnation à mort. Jusqu'au jour où l'arrivée d'une nouvelle patiente va tout changer et redonner brusquement à Toby une raison de profiter de chaque jour et même d'espérer. Car on va tous mourir un jour, ce qui compte c'est comment on choisit de vivre. Voilà. Et je l'ai adoré. Alors, la fin m'a déçue. Je ne vous le spoilerai pas, évidemment. Mais en fait, j'ai adoré toutes les phases. Encore une fois, je sais pas ce que j'avais... C'est pas étonnant que j'ai déprimé au début de mois avec tous les livres que j'ai lus quand même. J'ai eu un petit coup de blues au début de mois, mais tu m'étonnes. En fait, je vais essayer de vous résumer quand même un peu parce que le résumé derrière est assez large. Mais en gros, il y a un virus sur la planète qui a décimé beaucoup de personnes. Il a été éradiqué, mais il y a encore des porteurs qui naissent avec. Et la maladie se déclenche forcément après la majorité. Donc du coup, en fait, il y a des tests sanguins qui sont faits jusqu'à la majorité de tous les enfants. Et si le résultat s'avère positif à un moment, les enfants sont emmenés à l'écart, enfin enfants, adolescents plutôt, en général, sont amenés à l'écart dans une espèce de grande maison, c'est pas un hôpital, hein, c'est plus une maison de garderie, tenue par des infirmières, et ils y restent là jusqu'à y mourir. Comme c'est une maladie contagieuse, ils ne peuvent plus voir leurs proches, ils ne peuvent plus voir personne, ils sont vraiment dégagés de leur vie en fait. Et c'est amené avec une certaine logique, ça m'a pas choqué. Bon, après les infirmières elles font tout un peu la tronche. Bon, elles pourraient mettre des infirmières sympas, mais apparemment ça se fait pas trop. Mais en gros, qu'est-ce qui m'a fait vraiment apprécier? Et c'est les différentes étapes en fait, ou d'acceptation, de refus de la mort, et de voir ses amis mourir, d'avoir peur que ses amis meurent, d'essayer de se protéger de ça. Et quand cette jeune femme arrive, bon vous vous en doutez, hein, c'est pas trop un scoop, la fille qui arrive avec Toby, il tombe amoureux. On le sait tout de suite quasiment, donc c'est pas un spoil. Mais en fait, avec Toby à la base, il a un espèce de refus de cette situation et il veut pas s'impliquer émotionnellement. Il veut pas d'amis, il veut pas s'attacher à quoi que ce soit, il dort beaucoup. Il est pas, voilà, il est un peu en mode puisque je dois crever, j'en ai plus rien à foutre de ma vie, quoi. Autant, voilà. Je suis pas, il est vraiment passif. Et l'arrivée de cette fille, ça lui donne une envie de vivre qui est magnifique. Et tous les moments qui passent ensemble. Purée, j'ai adoré. Et les moments qui passent tous ensemble, même avec leurs copains de garçons, il y a pas que, c'est pas une histoire d'amour exclusive en fait. C'est ça que j'ai aussi apprécié. C'est pas que Toby et cette fille, c'est tous ses potes. Ils existent tous aussi. Ils ont tous un. Enfin, c'est très touchant. J'ai trouvé ce livre vraiment très bon. La fin m'a déçue parce que je n'étais pas d'accord, tout simplement. C'est un point de vue personnel. Je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé à la fin. Je ne vous dirai rien à ce sujet parce que honnêtement, je vous conseille de le lire par vous-même. Mais non, moi, j'ai pas compris pourquoi il se fait vilipender comme ça dans les critiques en mode ouais, l'histoire d'amour c'était en trop. Non.
Ok, je veux bien que des fois, oh, l'amour, on nous le saura à toutes les sauces. Des fois, ils mettent des histoires d'amour qui sont pas indispensables dans des romans d'action, etc. Mais là, c'est pas un roman d'action, c'est un roman de quelqu'un qui va mourir et qui a plus de raison de vivre. Je sais pas, ok, l'amour, c'est peut-être gnangnan, c'est peut-être cliché, mais merde, c'est quand même une des plus belles choses qui existent aussi quand même. Je veux dire, faut peut-être pas l'oublier. Je veux dire, je suis d'accord, je suis la première à dire que des fois, dans des romans de fantasy ou des romans où il y a une action incroyable et ils nous foutent une romance à l'eau de rose au milieu. Bon, à partir du moment où tu peux mettre n'importe qui à la place des personnages, c'est qu'effectivement il n'y a pas forcément de raison, tu vois. Mais là, non. Là, ok, là, purée, cette histoire, pour moi, elle existe, elle a raison d'exister. Et je vous dis, il n'y a que la fin qui m'empêche de mettre ce livre en coup de cœur dans l'année, enfin dans mon top 3 de l'année ou un truc comme ça, mais la fin m'a vraiment déçue. Mais je vous dis, c'est personnel, encore une fois, ça fait 50 ans que je le dis, mais non, franchement, gros coup de cœur sinon, à part pour ce point. Mais lisez-le, lisez-le, et pour le coup, je pense pas qu'il y ait vraiment de limite d'âge. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils mettent pas de limite d'âge au fond. Alors après, évidemment, peut-être pas pour les tout petits, genre 8-9 ans. Mais je pense que 12-13 ans, franchement, vous pouvez. Hein. Il faut, voilà, de toute façon, vous allez dire. Il n'y a pas de moment gore. Il n'y a aucun moment gore. Il y a des moments qui risquent de vous prendre un petit peu aux tripes. Mais c'est pas négatif. Il n'y a aucun moment choquant. Il n'y a aucun moment où vous allez être en mode. Où vous allez avoir peur. Vous allez être. C'est pas ça. Il faut se mettre dans. Enfin, vraiment, je pense qu'il est adapté aux jeunes aussi, hein. Il faudra, enfin, de toute façon, il y a pas, derrière, il y a pas marqué que ce soit indiqué à des plus âgés, donc non, franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. Et puis Sarah Pinborough est vraiment une bonne auteure, moi je l'aime beaucoup, voilà. Donc voilà, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, je ne suis pas d'accord. Moi j'ai vu un très très bon livre et j'ai adoré le lire. Je crois que je l'ai lu d'ailleurs en 2 jours. Oui, quand même, tout en faisant mes vidéos et mon ménage, hein, nana, mais tout mon temps libre était dessus, quoi. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Ensuite, non mais. Pourquoi? Je sais pas. Non mais... Non si, je sais, c'est parce qu'il était dans ma pile à lire aussi. Je l'ai lu juste avant. Enfin, c'était juste avant ma commande Fnac. Je me suis dit, allez-y, j'ai lu le premier tome. Celui-là, il me prend une place monstre. Il faut que je le lise aussi, quoi. Faut que je m'en débarrasse une fois pour toutes. Bah, je l'ai lu. Et non. Le premier avait beaucoup plus de mérite. Le premier, honnêtement, il y avait du sexe. C'était un livre érotique. J'étais vendu pour ça, mais je le trouvais pas si mal écrit. Les personnages avaient il y avait un certain intérêt pour les personnages, surtout pour l'héroïne que je trouvais qu'il y avait voilà un petit côté intéressant dans sa découverte du sexe, de l'amour, d'elle-même. Mais là, il y a plus rien là. Déjà le style, non mais sérieusement. Donc déjà faut savoir, elle surnomme son mec, donc Christian, elle l'appelle Monsieur 50 nuances. Bon, alors comment vous dire? Déjà, le surnom est à chier. Non, mais il faut dire les choses. Monsieur 50 nuances, non, c'est moche, c'est très moche. Et elle le dit toutes les 3 lignes. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mais vraiment, mais ça me sortait par les trous de nez. Tu sais, genre, tu l'appelles Christian, Monsieur Gray. Déjà, Monsieur Gray pour ton mec, c'est chelou, tu vois. Mais Monsieur 50 nuances et le pronom il. C'est tout. T'as les 4... et elle parle de lui toutes les 2 lignes, donc forcément t'as Monsieur 50 nuances qui ressort à tour de bras. Arrête. Ah non, mais meuf, de toute façon elle a fini le truc, elle est bourrée de pognon, maintenant elle s'en bat les reins, mais arrêtez quoi. Monsieur 50 nuances. Non mais, ou le traducteur, je sais même plus si c'est français ce truc, mais non. Là franchement, ça a été écrit avec les pieds. Honnêtement, je pense que le premier tome, la meuf, il a mis un peu de son intérêt, elle était vraiment intéressée par ce qu'elle faisait. Là c'était le pognon. Non mais là, non. Puis il y a du cul à toutes les... Non, franchement, je suis la première. Une scène érotique bien écrite, c'est agréable. C'est sympatoche. Ça te distrait. Là, non. T'en as 3 je crois 3, hein, dans tous, il y en a une toutes les 20 pages à peu près. Hein. Il y en a 3 qui font leur boulot. T'en as 3 qui t'émoustillent, qui t'apportent une écriture différente, qui apportent quelque chose d'un peu différent. Le reste du temps, ils font l'amour sur leur lit en disant « Ah Christian, je t'aime, t'es tellement incroyable, je t'appartiens !» Et lui « Oh oui, tu m'appartiens !» Voilà, c'est tout. Ça ne sert à fucking rien et je n'en pouvais plus. Mais Kim, il était mort de rire. Genre, je l'ai lu en 3 jours parce que je l'ai bâclé. Enfin, c'est très mal écrit, donc ça se lit très vite. Hein. Honnêtement, il y a aucun... Non, c'est pas juste ce que je dis. Il y a des livres qui sont écrits simplement, mais qui ont un bon intérêt. Là, il y a rien. C'est du vent. Franchement, c'est du vent. C'est du vent. Et je peux même pas dire qu'ils sont attachants les deux, parce que ils le sont pas du tout. Toutes les 2 secondes, tu m'appartiens. Oui, je t'appartiens. Mais je t'appartiens, tu le sais. Oui, je sais que tu m'appartiens. C'est pas sain, puis c'est chiant surtout quoi. Y a rien derrière, c'est dommage parce que je pense que franchement dans le premier tome il y avait un truc, il y avait pas que du vent. Là il y a rien du tout. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé d'un livre inutile, donc voilà, 50 nuances plus sombres, tu vas aller au fond de mon étagère et je ne t'en sortirai plus jamais. Et non, je ne lirai pas la suite, hein, parce que en gros ça se termine. De toute façon vous le savez tous, il la demande en mariage. J'ai pas envie de voir ça. Non mais ça va.
Qui se marie, dans ma tête ils se marient, ils copulent toute la journée jusqu'à ce qu'ils en aient marre, et puis voilà. Non mais voilà, je reste avec ma tête, hein. J'ai pas besoin de regarder. Non, 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 franchement, passez votre chemin, lisez autre chose. Non mais, alors pareil, on m'a dit qu'il y avait un film qui était en projet pour After. Mais non, mais je vais me pendre, non mais je peux pas. After, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes premières chroniques littéraires, j'ai lu les 2 premiers tomes, mais j'ai cru que j'allais me tuer. Mais j'en pouvais plus. C'était quand même plus stupide que ça. C'était quand même plus stupide que 51 degrés. Mais d'ailleurs, je m'étais dit que je lirais peut-être la suite un jour. Je me suis toujours pas motivée, ça va faire 1 an. Mais non, non, mais le film d'After, allez pas voir ça, pitié. Hein. Franchement, si vous voulez voir un truc érotique, allez sur un site porno. Tapez érotique. Non, mais ou un truc amateur. Non, non, mais donnez pas de l'argent à des trucs comme ça, quoi. Non, mais quoi, crotte, hein. Non, mais crotte, hein. Et on finit avec 2 trucs super, et je suis trop contente de finir avec des trucs super après 51 degrés. Ça va, c'est le seul truc négatif de tout le mois, donc je vais pas trop me plaindre. J'ai lu Cinder de Marissa Meyer. Alors ça fait des années, non, enfin, depuis qu'il est sorti en fait, ça fait très très longtemps que je voulais le lire, et il n'est rendu qu'en grand format, qui coûte une fortune, et je m'étais pas décidée. Parce que c'est quand même une trilogie, et je m'étais dit, ouais, si je m'achète le premier tome, je vais être obligée de m'acheter le second en grand aussi, ça fait quand même 20 balles le truc, je sais plus combien c'est un tome, mais c'est très grand, 20 balles, oui, c'est 17,90. Et je suis allée à ma bibliothèque, j'étais pas allée depuis des mois, et il l'avait. Et j'en ai profité également pour réserver Phobos pour le mois suivant, parce que c'est pareil, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, que vous me le conseillez, j'avais pas forcément envie d'investir dans un grand tome, donc j'ai lu Cinder, tout ça pour ça, c'était un long préambule là. J'ai lu Cinder, et j'ai beaucoup aimé. Oui, j'avais très peur de ne pas aimer honnêtement, parce que de ce que j'en avais lu, j'avais peur que ce soit un petit peu le truc pour ados, basique, chiant, mais non, mais c'est bien, mais c'était très sympa. Je voulais le résumer quand même pour celles qui ne connaissent pas. Donc Chronique lunaire, il y a quand même 5 tomes. Hein. Donc je sais pas s'ils ont les 5 à ma bibliothèque, j'espère. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne à demi-humaine, détient sans le savoir un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Alors, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai pas dévoré d'une traite, il me manquait quelque chose pour être vraiment dedans, je ne saurais dire quoi. Peut-être que l'héroïne ne m'a pas plus parlé que ça. C'est vrai qu'elle m'a pas attachée. Honnêtement, il y a eu des moments où je me suis dit ah elle est sympa, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Mais il se lit de manière très agréable, l'histoire est bien mouvementée. Bon, la fin je l'ai deviné dès la moitié du roman. À peu près, peut-être, allez, 2 tiers, on va dire 2 tiers, soyons généreuses. Donc voilà, la fin était un petit peu téléphonée, hein, mais ça reste quand même un très bon moment. Je comprends qu'il ait plu à autant de monde. Le côté réécriture de contes de fées, ça marche, hein, et en plus c'est réécrit avec du talent. Non, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai très envie de voir la suite parce qu'en fait, ça c'est juste un préambule à tout ce qui va se passer. C'est un préambule à l'action qui va se passer après, donc c'est un long préambule, on est d'accord, mais du coup j'ai très très envie de voir la suite et je vais essayer de choper les tomes suivants à la bibliothèque. Donc voilà, j'ai enfin lu Cinder, je ne mourrai pas stupide et ouais, je vous le conseille, honnêtement, pour toutes les fans de contes de fées, je pense que vous passerez un bon moment, et même celles qui sont pas plus fans que ça, qui aiment bien le côté cyborg, le côté ville un peu futuriste, je pense aussi que ça peut vous intéresser. Donc ouais, pas le livre de l'année, mais un très bon moment. Et on n'en demande pas forcément plus à un bouquin. Il y a des bouquins, tous les bouquins ne peuvent pas nous révolutionner non plus notre vie, mais déjà s'ils peuvent nous faire passer un bon moment et nous permettre de voyager dans un autre monde, je trouve ça pas mal. Et enfin, alors là je fais une petite entorse à ce que je fais d'habitude, je vous le présente alors que je ne l'ai pas fini, c'est Notre-Dame de Paris illustré par Benjamin Lacombe. Alors pourquoi je vous le présente? Parce qu'en fait je vais retourner à la bibliothèque le 10 du mois prochain, donc vous voyez là je l'ai pas terminé, mais je l'aurai terminé d'ici là, et je voulais vraiment vous le montrer en fait. Je peux également me permettre de vous en parler tout simplement parce que j'ai déjà lu Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, j'ai déjà lu beaucoup d'œuvres d'Hugo. J'ai fait une licence de lettres pour ceux qui se rappellent et je suis une grande fan d'Hugo. Et bien, ça faisait des années que je n'avais pas lu Notre-Dame de Paris et je m'étais dit que le redécouvrir avec cette édition sublissime, ça allait m'apporter quelque chose de supplémentaire. Et oui, mon Dieu, que c'est agréable d'avoir un objet, je le pose un peu parce qu'il est lourd, mais d'avoir un objet livre aussi beau, et ça rajoute un truc à la lecture, clairement. Après, pour la plume d'Hugo, je me suis rappelé en fait en lisant, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de classique mine de rien, parce que je vous présente ce que je lis tous les mois, et je lis souvent de la fantaisie en ce moment, ou alors des histoires d'amour, enfin des trucs comme ça, des trucs plus récents en fait. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu de classique, et là de relire ça, mais Hugo quoi. Hugo, c'est déjà toutes les idées que vous avez sur Notre-Dame de Paris par rapport au Disney, ou même par rapport à la comédie musicale, oubliez-les.
Oubliez-les parce que Frollo va devenir votre personnage préféré, clairement. J'y suis pas encore là, mais je m'en rappelle tellement ça m'avait marqué. Il y a un moment où donc Esmeralda est arrêtée par Frollo, vous savez, parce qu'il veut conclure charnellement avec elle, et il va lui parler en prison. Et ce passage où il lui parle, ça vaut tout. Ça vaut toute la littérature. Ce passage où il se livre à elle, Frollo est un personnage incroyable. Hein. Je vais quand même en profiter puisque j'en parle pour lever quelques petites différences par rapport au dessin animé ou par rapport à la comédie musicale. Frollo ne tue pas la mère de Quasimodo du tout. Il le recueille alors qu'il est abandonné et qu'il risque de se faire tuer par la populace qui a l'impression que c'est un monstre. Donc il le recueille par pure charité. Il a un jeune frère qui est un crétin fini et Frollo s'en occupe. Il est très responsable. Et tout son argent passe pour le bien-être de son frère quand il est enfant et pour ses études quand il est plus grand. Et pour Quasimodo aussi évidemment. Il y a aussi le fait qu'Esmeralda est une greluche finie. Esmeralda n'est pas sympa. Autant celle de Disney, c'est mon amour de ma vie, autant celle du roman, mais c'est une grognasse. Ah non, elle sert à rien. Et de toute façon, les femmes chez Hugo, comme Cosette, hein. Si vous pensiez que Cosette était sympa, ah non, hein. Cosette elle est débile, hein. Et puis ingrate. Et puis Esmeralda c'est pareil, elle est con comme un manche à balai. Ah non, mais Esmeralda, Cosette, en fait toutes les filles, il y a que dans L'Homme qui rit où il y a un traitement de la femme qui est sympa. Mais Hugo, les femmes, il nous fait passer pour des abrutis ou des saloperies. Hein. Ah non, donc Esmeralda, oubliez. Si vous espérez être pote avec... Au mieux, vous les avez trouvées mignonnes. Au pire, vous avez envie de la tarter. Mais je suis sûre que si vous lisez ça, vous allez vous demander pourquoi elle repousse Frollo. Franchement. Non, honnêtement, lisez-le. Je sais, alors le truc c'est que c'est une brique, c'est vrai. Ah non mais on va pas se le cacher, c'est clairement un livre énorme. Mais déjà il y a énormément de passages de description. Vous pouvez les lire bien sûr, c'est conseillé parce que c'est une plume magnifique qui les écrit. Mais il y a quand même genre 15 pages sur la description de Notre-Dame de Paris à l'époque. Honnêtement, je les ai passés. Déjà parce que je les ai déjà lus, et puis parce que là, j'avais plus envie du récit en tant que tel. Si vous sautez les passages descriptifs de ce genre-là, le récit en lui-même est vraiment rapide et vraiment vous emporte. Je pense vraiment que vous pouvez adhérer. Faut pas avoir peur de sauter les descriptions. Après, vous pourrez toujours y revenir. Si vous avez aimé La Plume de Hugo et que vous voulez, vous avez le temps, le livre il va pas s'envoler. Donc lisez-vous le roman qui vous intéresse et lisez les descriptions pour plus tard si vraiment vous trouvez ça trop indigeste. Ce que je comprends, parce qu'honnêtement, faut se les farcir des fois. Hein. Mais il y en a certaines que j'ai lues, j'ai relu là pour le plaisir. Parce que Hugo, mais il y en a certaines que là je vous dis j'ai sauté parce que je connais et puis bon Notre-Dame de Paris au je sais pas quel siècle je m'en fous honnêtement mais c'est vrai je m'en fous, moi ce que je voulais c'était retrouver mon Frollo, Esmeralda et Quasimodo tout ça donc non honnêtement lisez-le, essayez de le lire parce que Hugo c'est un auteur incroyable. Je trouve qu'il a une plume, il sait faire passer ses idées de manière tellement pertinente. C'est pour ça que j'adore les romans philosophiques, ce qu'on appelle romans philosophiques, c'est-à-dire comme Candide avec Voltaire par exemple. C'est quand un auteur, bon, sauf que quand Voltaire c'est grillé, mais quand un auteur écrit un roman et qu'il nous fait passer ses théories, ses thèses à l'intérieur, mais je trouve ça tellement plus ludique qu'un essai philosophique où le mec il te déblatère genre j'ai raison, voilà. C'est indigeste, alors qu'un roman, tu comprends tellement les idées du mec. Enfin bon, de toute façon, je m'arrête parce que sinon Hugo, je suis intarissable. Donc voilà, si vous avez un jour l'occasion de lire Notre-Dame de Paris ou Les Misérables et Notre-Dame de Paris, je pense qu'en premier c'est quand même mieux parce que Les Misérables, faut quand même être un petit peu familier de la plume d'Hugo, je pense, pour vraiment l'apprécier dans sa globalité. Mais Notre-Dame de Paris, lisez-le quoi. Franchement, Hugo, il faut que vous ayez lu Hugo une fois dans votre vie. S'il vous plaît, lisez-moi ça, s'il vous plaît. Au moins essayez. Et je vous dis en sautant les passages descriptifs, mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. Et voilà, je vous ai tout présenté. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en novembre, je n'ai pas chômé. Hein. Il n'y a pas eu un seul manga, j'en ai conscience. Mais je sais pas, ce mois-ci, j'étais en phase roman. Donc il y a des mois où j'ai lu que du manga, des mois où je lis que du roman. Hein. Ça varie. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre que vous avez préféré dans tous ceux dont je vous ai parlé, s'il y en a que vous connaissez déjà, que vous appréciez ou non, et surtout ce que vous avez lu ce mois-ci, est-ce que vous pouvez me conseiller, parce que je me base quand même énormément sur ce que vous me conseillez pour mes lectures, c'est pour ça d'ailleurs que je lis quasiment que du récent, par exemple Cinder, même Phobos que j'ai réservé, c'est complètement vous qui m'en avez parlé, et je regrette pas, il y a plein de lectures que vous m'avez apportées, La Voleuse de Livres c'est l'un d'entre vous, enfin voilà, j'ai vraiment quasiment toutes mes recommandations qui viennent de votre part, alors évidemment il y a des choses qui ne m'interpellent pas autant donc je ne les lis pas, mais quasiment tout ce que je découvre c'est grâce à vous. Hein. Donc merci beaucoup. Et j'apprécie beaucoup faire ces vidéos là parce que c'est vraiment un échange je trouve entre vous et moi et j'apprécie ça. J'apprécie cet échange sur la littérature et sur les livres de manière générale et je trouve qu'on s'enrichit mutuellement et je trouve ça juste génial. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai encore 1000 fois trop parlé mais c'est pas grave. Vous voyez pourquoi il fallait que je sois assise? Ça me lance plus. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. On se retrouve demain matin pour le calendrier de l'Avent. En attendant, passez un très bon dimanche et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.